Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Laurent Berger. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CFDT. Désormais, la CFDT, le premier syndicat dans le privé. Applaudissements, félicitations, bravo. Vous êtes content, j'imagine, hein? Oui, je suis très content. C'est d'abord le travail de tous les militants et toutes les militantes dans les entreprises qui répondent aux besoins des salariés, qui les défendent, qui font des propositions, qui s'engagent, qui négocient. C'est d'abord ce résultat-là, parce qu'on pense souvent que le syndicalisme, c'est quelque chose d'assez macro. C'est finalement une présence quotidienne auprès des travailleurs. Première historique, en tout cas, première historique. Hein. C'est historique dans le paysage syndical français et j'espère que tout le monde va le comprendre, parce qu'il faudrait que tout le monde évolue. Allez, autre bonne nouvelle, elle vient de tomber, on l'a su ce matin, c'est l'INSEE. Bonne nouvelle pour l'économie française, vous savez de quoi je vais parler, l'économie française qui a créé 50 000, faut être précis, 50 000 postes dans le privé au premier trimestre, c'est le 8e trimestre consécutif de création d'emplois net évidemment, ça fait 200 000 sur un an. On a envie de se dire quand même que la politique de François Hollande, de soutien aux entreprises, à la compétitivité, ça porte ses fruits tardivement, mais ça commence à porter ses fruits. C'est votre sentiment, Laurent Berger? Oui, moi je ne l'attribue pas à tel ou tel. Ce que je pense, c'est que ça va mieux, d'un point de vue économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des secteurs où ça va mal. Je pense aux entreprises en difficulté. Mais oui, il y a des créations d'emplois. Maintenant, il faut regarder précisément ces créations d'emplois, dans quelles conditions elles se font. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. La situation économique va un peu mieux parce qu'il y a eu aussi des marges restaurées pour les entreprises. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est que ça bénéficie à de la création de l'emploi durable, à la montée en qualité de notre modèle productif. C'est cela aussi les enjeux de demain. Ouais, voilà, les marges ont été regarnies, on est revenu au niveau d'avant-crise de 2007. Maintenant, ce qu'on attend, c'est plus d'investissement et plus d'emplois. Mais l'emploi, en tout cas, on le voit, il est là, comme dirait l'autre. Oui, il est là, il arrive, mais il faut plus d'investissements. Et il faut surtout des investissements qui soient stratégiques dans la transition écologique, dans la digitalisation de l'économie, dans la montée en compétences des salariés. Et donc, c'est cela dont il est question aujourd'hui. C'est-à-dire que la création d'emplois, c'est un indicateur, il est extrêmement important. Il faut regarder l'indicateur investissement et vers quoi il s'oriente. Et ce n'est pas toujours aussi évident que dans les entreprises, on aille sur des bons choix. Bon, on avait Jean-Claude Mailly avant-hier à votre place. Il me disait qu'il allait rencontrer le président de la République une fois qu'il sera investi la semaine prochaine. Vous aussi, vous allez le rencontrer. Est-ce qu'une date est fixée ou pas encore? Non, il n'y a pas de date de fixée. Mais ça sera la semaine prochaine. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a un engagement. Je crois que le président de la République, il a dit que très rapidement, il rencontrerait les responsables des organisations syndicales. Donc moi, je suis prêt. J'ai des choses à lui dire. Justement, on va en parler. Avant de parler de ça, il y a eu cette lettre ouverte parue dans Le Monde que vous avez signée. Vous demandez au président Macron de partager le pouvoir. Est-ce que vous craignez chez lui une forme de, j'exagère un peu, mais une forme de bonapartisme, de césarisme social, le fait qu'il gouverne tout seul, c'est ça? C'est votre crainte? J'aimerais pas, en tout cas, que le pouvoir soit un peu surplombant à l'égard de la population et des logiques top-down en disant, voilà, il y a des bonnes solutions macro et ça va s'appliquer, ça va ruisseler. Je crois que l'enseignement de ces élections présidentielles, c'est que la société elle a besoin de respiration, elle a besoin d'écoute, elle a besoin de dialogue, elle a besoin de confrontation des idées. Et des points de vue. Et donc, j'espère qu'il y aura non pas un exercice du pouvoir un peu solitaire, mais un pouvoir qui ne se contente pas du peuple électoral, c'est-à-dire celui qui s'exprime dans les urnes, mais qui fait vivre une démocratie participative, représentative, de bonne qualité. Elle a fait effet, cette lettre, ou pas, cette lettre ouverte? Vous avez un retour de ces équipes en disant rassurez-vous, il n'est pas comme ça. Je pense qu'elle a fait effet pour une raison simple, c'est que la CFDT, c'est la première organisation syndicale, comme vous l'avez dit, dans le privé. Et que si on n'écoute pas la première organisation syndicale dans le privé... Et ces équipes vous ont dit, on a reçu 5 sur 5 Écoutez, je pense qu'il y a des signaux comme quoi les choses peuvent bouger, mais moi j'attends de voir le président de la République. Les signaux lesquels? Tout simplement parce qu'on nous dit, oui, on veut faire de la concertation, on veut discuter avec vous et comme avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, donc on va voir. Vous savez, moi ce qui me préoccupe un peu ces jours-ci, c'est qu'il faudrait tout de suite être soit dans le camp des opposants, soit dans le camp des soutiens. La CFDT, elle n'est ni l'une ni l'autre. Elle est simplement une organisation syndicale qui a des propositions. Ni opposition systématique, ni allié docile. Oui, c'est ça. Ni complaisance, ni opposition stérile. Voilà, on veut discuter des sujets et le faire en être en organisation responsable. Bon, ce qui cristallise les appréhensions de tous les syndicats, on en a parlé avec Philippe Martinez qui était là aussi il y a quelques jours, et Jean-Claude Mailly, c'est cette réforme du Code du travail. C'est dans son programme, il a été élu pour ça, Emmanuel Macron, mais la concertation, il a dit, le président, qu'il y aurait une concertation, mais votre crainte, si on comprend bien entre les lignes, c'est que cette concertation, elle soit trop rapide, expéditive, parce que le calendrier que s'est fixé
le nouveau président est serré. Il est trop serré, ce calendrier? Écoutez, ce qu'on a compris pour l'instant, c'est qu'il veut traiter de l'évolution du Code du travail, de la refonte du Code du travail. Il veut traiter de l'évolution des instances représentatives du personnel dans les entreprises, des prud'hommes aussi au passage. Ça fait beaucoup de sujets. Et quand on les prend précisément, quand on regarde ce qui pourrait être fait ou pas fait, ça fait beaucoup de concertations à mener, de confrontations, etc. Et moi, je crois que le tempo qui est proposé n'est pas tenable. Le calendrier d'Emmanuel Macron n'est pas tenable? N'est pas tenable, de mon point de vue. En tout passer cas, par ordonnance cet été, ce n'est pas tenable selon vous? Oui, je crois que ce n'est pas tenable. Sauf à passer soit en force, ou pas forcément en force, mais soit à être superficiel. Et donc, parce qu'on n'aura pas vu les effets des différentes mesures qui seraient préconisées. Vous savez, vous allez me dire quand vous le verrez que, Monsieur le Président, votre calendrier n'est pas tenable pour réformer le Code du travail? J'ai cette particularité, c'est de dire à peu près la même chose les yeux dans les yeux avec mes interlocuteurs que ce que je dis publiquement et pas y déroger et pas dire autre chose. Moi, il n'y a pas une parole de ma part dans une réunion en face à face et puis autre chose fait à la. Mais vous l'avez rencontré avant l'élection, enfin avant son élection. Il l'avait dit déjà qu'il passerait par ordonnance cet été. Vous l'avez dit. Mais moi, le problème n'est pas tant les ordonnances, ça sera la responsabilité du gouvernement avec le Parlement. C'est le timing. C'est la question du temps de la concertation. Vous savez, il faut que toutes les réformes qui soient faites aient du sens et soient faites à hauteur d'homme. C'est-à-dire que les citoyens et les travailleurs puissent regarder ce que ça signifie et quelles vont être les conséquences pour eux. Et donc, ça nécessite de regarder, de ne pas faire de bêtises et pas de se précipiter. Et puis, deuxième point, moi je le dis, on parlait des créations d'emplois, la réforme du Code du travail n'est pas, de mon point de vue, facteur d'emploi, en tout cas pas en masse. Les emplois, demain, ce sont des investissements dans la transition écologique, ce sont des investissements dans la montée en compétences et la formation des salariés, ce sont des investissements dans la digitalisation de l'économie, c'est une politique industrielle performante. Mais ce n'est pas ce qu'il a envie de faire. Il a aussi envie de le faire. Non, mais dans un premier temps, d'après ce que j'ai entendu. Dans l'ordre, en premier, oui, c'est la réforme du Code du travail. Et on va rentrer en détail dans quelques instants là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut ce temps de la concertation et de la négociation. Vous savez, moi je suis vraiment frappé ces heures-ci d'un sentiment de confrontation qui s'exerce tout de suite de la part de certains acteurs. C'est-à-dire, en gros, il faut montrer qu'on a des muscles, etc. Moi, ce n'est pas mon propos. Je suis ni craintif, ni rêveur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parler des sujets et les confronter. Et c'est cela que je vais dire au président de la République en disant « Prenez le temps de concerter avec les organisations syndicales et patronales et ensuite, nous verrons ce que sont nos accords, nos désaccords. » Mais pour chacun sera libre. Que le calendrier pour passer tout ça cet été, c'est trop serré. Parce que je viens de vous évoquer les sujets qui sont trop nombreux et trop denses. Il y a une différence entre vous et le leader de la CGT et de FO sur les ordonnances. Si je vous ai bien compris, je ne vais pas vous faire parler, je ne suis pas ventriloque, mais vous ne vouez pas aux gémonies les ordonnances, je crois, parce qu'en fait, quand j'ai eu Philippe Martinez ou Jean-Claude Mailly, ils ne veulent pas parler des ordonnances. C'est antidémocratique, c'est très discutable, parce que le Parlement passe quand même deux fois, une fois au début, une fois à la fin, pour des questions de forme, vous me direz. Vous y êtes ou pas, pardon, je pose la question, vous y êtes ou pas opposé au principe d'avoir recours aux ordonnances? Mais ça, j'ai presque envie de dire, d'abord, c'est pas antidémocratique, c'est prévu dans la Constitution. Martinez, le Parlement a un rôle au début, à la fin. Après, est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est au Parlement de le dire. Je veux dire, il y a une loi. Vous n'avez pas de position, vous, là-dessus? Vous n'êtes pas contre, en tout cas, sur le principe? Non, mais moi, je crois que c'est une façon de se positionner pour ou contre les ordonnances. Aujourd'hui, c'est une façon de ne pas rentrer dans le sujet. Parlons des sujets. Est-ce que l'on veut davantage de négociations d'entreprise et de présence syndicale dans les entreprises? Oui ou non? Mais à quelles conditions? Pour ça, pour nous, il faut un droit supplétif, c'est-à-dire un code du travail qui soit à un niveau élevé. Parce qu'il faut inciter les entreprises à négocier. Si ils ont le sentiment que lorsqu'elles ne négocient pas, il y a un droit du travail plus bas qui s'applique, ça ne marchera pas. Ouais, donc, le fond du sujet, il est là, mais vous avez raison. On va en parler juste pour clore l'aspect plus formel. Derrière, est-ce que vous redoutez, encore une fois, si cette loi travail XXL, pour reprendre le terme de Jean-Claude Mailly, devait passer, il y a ce risque vraiment, où on le surestime, d'explosion sociale, enfin de conflit social majeur. À chaque fois qu'une décision, en tout cas c'est l'enseignement des élections présidentielles et de ce qui s'est passé, à chaque fois qu'une décision ne sera pas porteuse de sens, au sens où elle contribuera à du progrès économique, du progrès social, de la justice sociale, et à chaque fois qu'une décision sera incomprise et semblera rapide, il y aura des risques de mécontentement fort. Mais vous savez, moi, je ne suis pas le maître de la formule. Ça ne m'intéresse pas.
c'est pas la loi Non, travail. mais ça peut s'embraser quand on voit tout ce qui s'est passé, tout le Oui, boxon qu'il y a bien eu sûr. pour une loi travail. Si on a un truc puissance 10, on se dit que dans la rue, qu'est-ce qui va se passer, Mais hein. ça peut s'embraser à tout point de vue. Je veux dire, ça pourrait s'embraser dans notre pays parce qu'il y a 10% de chômeurs, parce qu'il y a de la précarité, parce qu'il y a un sentiment très fort d'un certain nombre de citoyens d'être relégués. En début de semaine, on a le Front Social déjà qui manifestait, vous n'y étiez pas d'ailleurs. Non, mais là c'est... Écoutez, on est dans une démocratie. Il y a un président de la République qui a recueilli 66% des voix. 20 millions de voix. Que le lendemain de l'élection, des gens considèrent qu'il est illégitime et qu'il faut déjà le combattre avant même qu'il ait ouvert la bouche, quasiment. Non, moi, ce n'est pas mon option, ce n'est pas ma stratégie syndicale. Je pense qu'on a besoin... Mais si on va au bout de cette logique, il a été élu sur un programme, il applique son programme, voilà. Et il a prévenu que ce ne sera par ordonnance, la réforme ce que je lui ai dit dans la lettre que je lui ai adressée, la lettre ouverte que je lui ai adressée... Paru dans le Monde. Paru dans le Monde, c'est qu'il y a une partie des gens qui ont sans doute voté par adhésion pour lui, mais il y a une grande partie qui ont voté autre chose par adhésion, tout simplement pour combattre le Front National. Mais surtout, au-delà de ceux qui ont voté pour lui, notre pays a manifesté dans ce résultat des élections un profond mal-être, un sentiment d'abandon pour certains et un sentiment d'une volonté de renouvellement pour d'autres. Moi, je le dis au président de la République, il peut incarner cette volonté de renouvellement, mais pas en donnant le sentiment qu'il va falloir simplement de la sueur et des larmes, en disant qu'il veut construire un sens dans notre société, une société qui avance ensemble, qui se fixe un horizon, où la justice sociale a du sens, où on s'occupe des plus fragiles. Et il y a beaucoup à faire sur l'aménagement du territoire, sur la question sociale, sur la lutte contre le chômage. Et ce n'est pas en allant très vite sur des réformes qui paraissent très macroéconomiques et qui parfois seront vécues comme des affrontements, que ça pourra avancer. Donc prenons le temps de la discussion, et puis lorsqu'on ne serons pas d'accord, il sera légitime pour décider. Le Parlement est légitime pour décider, in fine. Mais la réalité, au fond, d'ailleurs quand on prend un peu de recul historique, c'est que le président Macron ne pourra rien faire sans vous, sans la CFDT, sur toutes les grandes réformes des retraites, notamment, je pense à François Chérec, même Nicole Notat. La CFDT, à ce moment-là, a signé sur la retraite. Rien ne pourra se faire sans vous, sans la CFDT, et il le sait, le chef de l'État. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que rien ne peut se faire dans notre pays si les forces vives, les corps intermédiaires, comme on dit, même si ce n'est pas très beau, les organisations syndicales, le patronat, les associations, tous ceux qui ont envie d'être constructifs, vous n'avez pas envie de le dire, ne s'engagent pas. Oui, mais parce que ça arrange. C'est ce qui fait que vous êtes le premier syndicat de France aujourd'hui. Parce que justement, vous avez signé les accords. Ça arrange parfois les uns ou les autres qu'on dise la CFDT est l'interlocuteur privilégié, etc. Non, la CFDT ne veut pas être l'interlocuteur privilégié. La CFDT, elle travaille des propositions. Elle est en capacité de contester lorsqu'elle n'est pas d'accord. Elle est en capacité de s'engager lorsqu'elle est d'accord. Et tout cela en ayant une organisation qui est cohérente, qui est forte, et qui a la confiance des salariés. Non, mais sans dire que vous êtes un partenaire privilégié, mais vous êtes une voie de passage obligée pour tout président qui a besoin d'avoir un syndicat fort. Je crois que le président de la République doit comprendre que sont les associations, les organisations syndicales, les organisations patronales, tous ceux qui regroupent des tendances, en fait, entre guillemets, dans la société, des intérêts, eh bien, sont des voies de passage incontournables si on veut faire vivre la démocratie. La CFDT est prête à jouer ce rôle-là. Si d'autres sont dans des postures et préfèrent être dans un sentiment une opposition systématique. Ça tombe bien, pour pas avoir, je cible personne en particulier, pour pas avoir à mettre les mains dans le cambouis et à essayer de s'engager, c'est leur problème. Mais à l'heure qu'il est, personne n'est un interlocuteur privilégié. On n'a aucun d'entre nous n'a eu un rendez-vous depuis qu'il est élu, et on ne sait pas encore ce qui va vraiment être sur la table. Donc attendons, calmons-nous, soyons patients. On ne sait pas encore ce qu'il y a sur la table, mais on a quand même un programme qui est assez détaillé. On a envie de savoir quelles sont à la CFDT vos lignes rouges, ce sur quoi vous ne transigerez pas. On sait un peu, on s'en doute, mais on a envie de vous entendre et vous faire réagir. La suppression du compte pénibilité, c'est une ligne rouge, oui. Il parle de suspension. Non, mais une suspension, une suppression, tout ce qui donnera à croire que les dispositifs qui ont été mis en place, qui permettent de prendre en compte la situation individuelle des gens dans un cadre, dans une protection collective. C'est ça le compte personnel de prévention de la pénibilité, tout comme c'est cela également le compte personnel de formation. Les gens, ils expriment quoi aujourd'hui? Ils disent on veut du sens, on veut un objectif commun, mais on veut aussi qu'on nous protège. Eh bien, protéger les personnes. Eh bien, c'est ça, cette sécurisation des parcours professionnels que nous avons bâti de pied à pied depuis un certain temps. Dedans, il y a le compte prévention de la pénibilité. Le compte prévention de la pénibilité, c'est simplement des gens dont la santé est altérée durablement, voire définitivement, parce qu'ils ont des conditions de travail pénibles et le fait qu'ils puissent bénéficier de temps pour compenser. Alors, s'il faut améliorer les choses dans l'aspect technique, dans la mise en œuvre, etc.,
La CFDT n'est pas fermée, mais si c'est pour remettre en cause une ligne rouge, on a c'est compris. insupportable pour nous. Le plafonnement des indemnités prud'homales, ça, j'imagine, on le sait, mais j'ai envie de vous entendre avec plus de précision. C'est une promesse qu'il a faite au patronat, je veux dire, Emmanuel Macron, pendant la campagne, voilà, de les plafonner. En même temps, vous êtes contre, et on se dit que pour l'entreprise, je ne défends pas les entreprises, mais ça permet d'avoir de la visibilité, d'avoir un coût prévisible quand on a un licenciement. Ça peut être utile. Ce dont il s'agit, c'est les indemnités pour des salariés qui ont subi un préjudice. C'est-à-dire pour une licenciement abusif. Licenciement abusif. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a licencié, mais qui n'aurait pas dû licencier sur cette cause-là parce que ce n'était pas justifié, c'était pas, et donc c'est un abus. Donc moi, je crois beaucoup à la justice. Et je crois que la justice, c'est la réparation du préjudice intégral. Oui, mais c'est long, c'est aléatoire, on ne sait pas combien, le temps que ça prend. Je vais y revenir sur la longueur. C'est la réparation intégrale du préjudice. Donc je suis contre, il le sait. Je m'y suis opposé la première fois dans la loi Macron. Elle a été boutée par le Conseil constitutionnel. Et je m'y suis opposé dans la loi travail. Pour une différence de taille d'entreprise, hein, pas sur le fond. Hein, oui, mais sur le fond, c'est pas la justice. Et donc, pour aller plus vite, il faut faire ce qui est prévu d'ailleurs dans la loi Macron, c'est-à-dire favoriser le moment de conciliation dans les conseils prud'hommes. Il faut évaluer ce que ça a donné. Je crois savoir que la conciliation peut augmenter dans les conseils prud'hommes. Ça ne résout pas tout. Non, mais il y a un barème indicatif. Mais moi, et puis qu'on m'explique une chose. En quoi cette limite dans la réparation du préjudice créera de l'emploi? Parce que l'entrepreneur saura ce que peut lui coûter au maximum. Oui, mais vous savez, en 2008, on a créé la rupture conventionnelle. Hein. Ça marche bien d'ailleurs. Oui, non, mais au bout d'un moment, si vous voulez, il faut faire la démonstration que ça crée de l'emploi, puisque c'est ça la motivation principale. Donc oui, j'y suis opposé, tout le monde le sait. Quelles sont les autres lignes rouges de la CFDT sur le Code du travail? On a compris, suppression du compte pénibilité, barémisation des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Vous m'interrogez sur les lignes rouges et je vous y réponds, parce que c'est on verra ce qui vous plaît aussi, on verra ce qui vous plaît après. Deux exemples très précis. Et ce que je veux dire, c'est que la CFDT ne fonctionne pas tant en termes de lignes rouges, sauf sur ces questions de valeurs et de droits attachés aux salariés, qu'en termes de propositions. Moi, je crois que j'attends de M. Macron qu'il nourrisse davantage le compte personnel d'activité, avec une banque du temps pour les salariés tout au long de leur carrière professionnelle, avec un accompagnement social de tous les salariés pour qu'ils puissent se réorienter lorsqu'ils ont besoin dans leur parcours professionnel. Donc, ouais, vous voyez, une organisation syndicale, ce n'est pas simplement s'opposer, c'est aussi proposer. Nous allons lui remettre un dossier, comme nous remettrons au Premier ministre, avec un certain nombre de propositions sur tous ces sujets. Alors justement, autre sujet, le fait de pouvoir étendre au niveau de l'entreprise ou de la branche les négociations en allant sur d'autres sujets, sur le temps de travail, sur les heures sup, sur les salaires, sur l'intéressement, sur la formation. Le fait que ce soit négocié dans les branches, dans l'entreprise, c'est une mauvaise idée, c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut être néfaste ou pas pour les salariés? Tout dépend de la façon dont ça se passe. Moi, je crois au syndicalisme très présent dans les entreprises. Et pour ça, un pouvoir de négociation et de dialogue très très fort. Mais à une seule condition. Ils n'auront pas le couteau sous la gorge des salariés quand ils seront dans l'entreprise? Tout dépend. Si le droit supplétif, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le Code du travail. C'est quoi le droit supplétif qu'on comprenne? C'est ce qu'il y a dans le Code du travail. C'est ce qui s'applique si jamais il n'y a pas de négociation. Il faut que ce soit à un niveau élevé, pour qu'il y ait une incitation des employeurs à négocier. Qu'il n'y ait pas un nivellement, pour qu'il n'y ait pas une... Exactement. Donc ça, c'est la première exigence. La seconde, c'est qu'il y ait des vrais moyens pour que les représentants du personnel puissent jouer leur rôle. Et notamment en termes d'accompagnement, d'expertise, de moyens syndicaux. Et puis, vous savez, j'ai entendu M. Macron, pendant la campagne, parler de cogestion à Albi, lors d'un déplacement à Albi. Moi, j'ai envie de lui dire chiche, allons-y. Allons-y, réfléchissons comment, dans l'entreprise, le pouvoir est partagé et on peut aller vers un modèle qui se rapproche d'un certain nombre d'entreprises allemandes où le pouvoir des salariés... C'est-à-dire que dans les conseils d'administration, au niveau des comités de direction, il y a des salariés. Puisqu'il parle de cogestion. C'est pas du tout dans son programme, pour le coup, ça. Hein. Ah, c'est dans une de ses déclarations à Albi, allez voir. Ah oui, pas dans le programme, mais dans les déclarations. Il dit quoi concrètement? Eh bien, pourquoi pas aller vers une forme de cogestion dans les entreprises? Eh bien, moi, j'ai dit, bonne idée, explorons-la, chiche, allons-y. Regardons comment ça peut se faire et la CFDT, il peut y travailler. Autre point, le référendum d'entreprise. Aujourd'hui, dans la loi, seuls les syndicats peuvent organiser un référendum d'entreprise. Il souhaite aller plus loin, le président Macron, donner la possibilité, en gros, à des syndicats minoritaires, c'est ça, qui représentent au moins 30% des salariés, de pouvoir organiser ce référendum. C'est bien? Ah, ça, c'est dans la loi travail, c'est ce qu'il y a dans le travail. Là, il dit, dans le cadre d'un accord à 30%, oui. Ça pourra être aussi... ça, c'est pas dans le travail, ça.
Ça pourra aussi être à la main de l'employeur. Ça, ce n'est pas dans la loi travail. Cet aspect à la main de l'employeur. Nous, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, l'organisation de ce référendum, il faudra que ça se fasse dans le cadre les moyens du référendum, l'organisation du référendum, etc. Le contenu, il faudra que ce soit dans le cadre d'une discussion, que ce soit une négociation et que personne ne puisse le faire simplement seul, et notamment les employeurs. Allez, un mot sinon de l'assurance chômage, c'est intéressant parce qu'il y a un droit, si on peut l'appeler comme ça, un droit universel pour les chômeurs qui pourrait, pour le coup, si on est indépendant, agriculteur, profession libérale et même salarié démissionnaire tous les 5 ans, pourrait avoir droit au chômage. Sur le principe, ça vous plaît? Après, j'imagine que c'est les modalités. Il faut savoir si c'est enveloppe constante. C'est ce que vous dit Jean-Claude May, il dit sur le principe, pourquoi pas, mais si c'est enveloppe constante et qu'on donne moins aux autres… Sur le principe, oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est la situation des chômeurs et comment on les indemnise. Si c'est pour maintenir un niveau d'indemnisation, et il a dit, c'était un engagement, que ce serait le maintien du niveau d'indemnisation, pourquoi pas? Moi, je suis pour l'universalité de l'assurance chômage, comme lui. Ça fera exploser les coûts. Mais il faut préciser les modalités. C'est pour ça que, vous savez, il y a la la campagne, et puis après, il y a l'exercice du pouvoir. Et dans l'exercice du pouvoir, on est dans autre chose que simplement les grandes lignes, on est dans la précision de ce qu'il faut faire. Et à chaque fois, il faut se demander est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ça profite aux plus fragiles ou pas? Et est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a la justice sociale et du progrès derrière tout cela? Donc sur le principe, pourquoi pas, plutôt ok même, mais après il faut voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ça, au-delà du droit universel au chômage, il y a l'idée que l'État reprenne la main sur la convention UNEDIC, ça serait quelque chose qu'on retirait aux partenaires sociaux. Il y a aussi le flicage, j'aime pas le mot, mais des demandeurs d'emploi qui, encore que c'est dans la loi déjà, au-delà de 2 offres d'emploi qu'on refuse, on peut avoir une partie de ces indemnités qui sont rayées. Ça existe, mais c'est pas appliqué. C'est pas un problème ça? Mais ce n'est pas que ce n'est pas appliqué, c'est que moi j'ai été conseiller en insertion professionnelle. Vous savez, lorsqu'un demandeur d'emploi se positionne sur une offre, s'il est recruté et il décide que ça ne lui convient pas, il peut très bien faire en sorte de ne pas le faire. Ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est l'accompagnement. Demandez aux agents de Pôle emploi aujourd'hui, ils vous diront tous que cette disposition, les gens sont accompagnés pour reprendre un emploi, parce que l'immense majorité des demandeurs d'emploi veulent reprendre un emploi, et tout simplement, ils ne sont pas dans le refus. Donc, vous savez, ça c'est cosmétique, j'ose le dire. Et puis, sur la gouvernance de l'assurance chômage, soyons clairs, moi je ne défends pas une place pour les organisations syndicales ou patronales. Je trouve que ça a une logique que d'un niveau tripartite, c'est-à-dire l'État, les partenaires sociaux, se mettent d'accord sur un certain nombre de règles. Ils ont eu du mal, il a fallu qu'il y ait le couteau sous la gorge pour que… Vous savez, ça fait quand même, et on est bien placé à la CFDT pour le savoir, ça fait des années et des années quand même qu'on assume les responsabilités et que nous avons signé des accords, parfois seuls, la CFDT, pour que… Mais c'est l'État qui paye derrière, c'est la garantie de l'État. C'est la garantie de l'État qui finance les déficits de l'UNEDIC. Oui, oui, mais enfin, au bout d'un moment, il faut aussi dire que l'UNEDIC indemnise les demandeurs d'emploi et aussi structure d'une certaine manière le comportement des employeurs sur le marché du travail. Il ne faut pas oublier de dire que parfois, on est la plus grande caisse, l'UNEDIC est la plus grande caisse de pré-retraite de ce pays parce que les employeurs, ils mettent dehors les seniors. Donc, il faut arrêter de faire porter les mots à toute la gestion paritaire. C'est un autre sujet, ça. Bon, avant de se quitter, dans quel état d'esprit vous êtes? Encore une fois, le président sera intronisé, investi dimanche, nouveau Premier ministre, tous ces dossiers prioritaires, notamment le Code du travail, réformé peut-être par ordonnance. Dans quel état d'esprit vous êtes? Constructif, mais exigeant, quoi, comme d'habitude. C'est-à-dire, il n'y a pas de… Ouais, on l'a été tout au long de notre histoire, c'est-à-dire personne n'a intérêt à ce que ça plante. Personne n'a intérêt à ce que dans notre pays, pendant 5 ans, ça ne marche pas et ce soit le bazar, parce qu'on ne sait pas à quelle source on peut être mangé ensuite. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de mal-être, donc on a besoin des réponses concrètes. Mais j'ai envie d'élargir un peu le propos simplement sur les questions économiques et sociales en disant il faut un horizon collectif. Il faut recréer des bases pour un pays qui a envie d'avancer ensemble. Et ça ne peut se faire que si on résout les problèmes de justice sociale et d'inégalité. Donc moi, j'irai de façon constructive, exigeante, et puis tout le monde sait que je suis combatif, donc… pugnace. Pugnace aussi, oui. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est que vous n'êtes pas opposé, pour finir, on finit là-dessus, à flexibiliser, à donner plus de liberté aux entreprises, mais il faut qu'il y ait en face un volet de protection pour les salariés qui soit suffisamment équilibré. C'est ça que vous voudrez dealer avec lui? Moi, je crois que la vraie lutte contre le chômage, c'est des investissements, des politiques d'investissement dans l'économie et dans les hommes,
et une politique d'accompagnement des salariés à travers la sécurisation des parcours professionnels, ce qui a déjà été initié. Et donc après, je n'ai pas envie de me braquer sur les mots flexi-sécurité, etc. Parce que les mots sont très connotés chez nous. Notre pays se nourrit de débats stériles au lieu de regarder le fond des choses. Et quand on fait ça, les citoyens se sentent abandonnés, les travailleurs aussi. Concentre-nous sur les résultats concrets pour les gens. Bon, on a hâte de vous reparler quand vous aurez vu le président. Vous reviendrez, ce sera l'occasion d'en discuter. Je reviendrai. Merci à vous. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview. Merci. Merci.